You're listening to Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'émission Radcore où on s'entretient avec des créateurs sur internet sur le sujet de la musique et le rôle de celle-ci dans la production de contenu. Pour cette toute deuxième édition, j'accueille Rose, aka Rose Azerty avec 5 R, qui est productrice de musique et blogueuse. Tu te définis comme anarchiste, contre le marché musical et la quasi-totalité de ce que tu produis est libre de droit. Et il y a de quoi faire, parce que on compte sur plusieurs de tes sites, dont loyaltyfreakmusic.com, 293 albums, presque 3000 titres, de tout genre et accessibles à tous. C'est une œuvre colossale, commencée en 2013, et je suis très fier de t'accueillir ici et que tu puisses nous partager ton parcours. Bonjour Rose. Bonjour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette présentation avant qu'on commence ? Non, c'est très bien. C'est à peu près l'activité que j'ai à l'heure actuelle. Faire de la musique, écrire des articles sur des blogs divers et variés et parfois faire des tout petits jeux vidéo. Let's go. C'est ça qu'on veut entendre. On va commencer par ton parcours musical. Comment est-ce que tu as commencé à écouter et t'investir dans le monde de la musique ? Je pense que j'ai eu une curiosité autour de la musique à la fin du collège. Tout le monde était à fond sur System of a Down. Faut voir ce truc-là, vraiment. Tout le monde écoutait ça, vraiment, à la fin du collège. Je pense que c'était en 2004. Et ce qui fait que c'était aussi l'émergence de sites internet comme Radioblog, mais aussi de plateformes comme Emule et Sheraza, et des plateformes en gros de peer-to-peer. Et c'est au moment où j'ai découvert le peer-to-peer, en vrai, que je me suis intéressé un peu à la musique. En téléchargeant bien évidemment tout plein de choses illégalement, et aussi en commençant à piller aussi la discothèque de mon père, qui avait quelques albums vraiment super, notamment In the Court of the Crimson King de King Crimson, que j'ai beaucoup écouté à cet âge-là, et surtout dernier album des Pixies, c'est-à-dire un de leurs derniers concerts qui s'appelle Death to the Pixies, ainsi que Dirty de Sonic Youth. Ça, c'était vraiment genre les deux albums que j'ai poncés. Je pense que les CD sont tranchants, tellement je les ai écoutés. Et on m'avait offert un album que j'ai vraiment beaucoup écouté aussi, qui est le best-of Once More With Feeling de Placebo. Et je pense que ça, c'était vraiment autour de ma quinzaine, en tout cas. L'écoute, c'était Sonic Youth, les Pixies, pas My Beauty Valentine encore, mais ça viendra après. System of a Down, et oui, Placebo. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup d'amis au lycée qui étaient mélomanes, mais aussi musiciens-musiciennes. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à pratiquer la musique, notamment la batterie. Et en parallèle aussi un peu la guitare improvisée. Et ce qui fait que du coup, de par ces connexions-là, j'ai commencé à écouter plein de musique que mes camarades écoutaient. Et notamment du Visual Kei, du coup, le rock progressif, métal japonais. J'ai eu une grosse phase qui n'est jamais terminée de X-Japan. C'est vraiment genre le groupe phare de Visual Kei, de l'émergence du Visual Kei, et qui est hyper kitsch. Mais oh là là, mais quelle kitschiness, c'est incroyable. Et c'est à ce moment-là que je découvre Radioblog, vraiment. Et sur Radioblog, c'est là où je découvre les premiers morceaux qui vont un peu changer ma vie. Le titre Jane Doe de Converge, qui va genre être d'une brutalité sale dans ma tête, hein, vraiment. C'est comme si on te hurlait des flammes dans l'oreille. Et Ouais, un très grand groupe. ah ouais, incroyable. Et My Bloody Valentine, vraiment genre entendre Sometimes pour la première fois, ainsi qu'un morceau qui est le remix de Mogwai Fear Satan, de base fait par Mogwai, mais remixé par My Bloody Valentine. Elle spoil toute l'émission. Super. Oh oui. Je t'en prie, tu peux poursuivre. Et je pense que Radioblog, ça a été peut-être le truc, en tout cas, qui m'a fait comprendre qu'il y a tout un tas de choses musicales qui sont hyper intéressantes. Et notamment des choses qui vont me challenger dans ce que je vais comprendre comme étant du musical. Et notamment la noise. Dans certains morceaux que je vais entendre sur Radioblog, il y a des intégrations de la noise, ou sinon c'est de la noise, ou sinon c'est du hardcore, mais comme j'en avais jamais entendu. C'est-à-dire que au lycée, j'écoutais Comeback Kid, j'écoutais des groupes de punk hardcore, les Dead Kennedys, Crass, ce genre de choses. Mais j'avais jamais écouté quelque chose d'aussi violent que Jane Doe de Converge, typiquement. Et c'est là où, effectivement, en parallèle de l'écoute musicale, j'ai commencé aussi à jouer de la guitare, en me séparant, on va dire,
des pratiques funk, blues, rock que j'avais, ou de répéter, on va dire, les riffs de Hendrix ou des Red Hot, je me suis orienté plus vers quelque chose qui sonne plus comme Sonic Youth et My Bloody Valentine. Du coup, c'est là où, en tout cas, il y a eu un espèce de shift de la musique que j'écoutais de la bibliothèque, la discothèque de mon père, vers quelque chose qui m'est plus personnel, qui est plus orienté vers de la noise, des choses un peu plus compliquées à écouter à prime abord. En tout cas, qui nécessite peut-être une forme d'initiation. Moi, l'initiation, elle s'est faite un peu par la brutalité sur Radio Blog, c'est-à-dire écouter un morceau de My Bloody Valentine, un remix, et d'un coup entendre une plage de harsh noise. Et d'un coup, effectivement, ça tend à créer un choc, mais on y reviendra. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des phases vraiment un peu monomaniaques sur mes pratiques musicales. C'est-à-dire que, en tout cas, mes pratiques d'écoute, j'ai beaucoup poncé My Bloody Valentine, les Pixies, Sonic Youth, tout ça. C'est des choses que j'adore écouter encore à l'heure actuelle, mais c'est plus des choses vers lesquelles, en fait, quand je vais ouvrir mon lecteur MP3, je vais pas aller vers ça directement. Je vais aller vers le truc qui me focus à l'heure actuelle. Et j'ai eu, on va dire, deux grosses phases un peu intenses qui ont d'abord été Melt Banana, du coup un groupe de noise rock, noise hardcore japonais, avec du coup des rythmes qui vont très vite, une guitare qui fait des choses qu'une guitare n'est pas censée faire, c'est-à-dire que déjà si vous trouvez que la guitare de Rage Against the Machine est étrange, celle de Mel Banana va vous rétamer la gueule. Elle est vraiment d'une technicité qui n'est pas dans la technicité de gratouille, ce genre de choses, mais plus dans une technicité de jeu de pédale. Le truc étant aussi que la voix est extrêmement criée, mais plus comme des aboiements. Et ce qui fait que c'était fort, intense, et j'avais besoin de ça à ce moment-là. C'est quelque chose, en tout cas, qui a joué genre un rôle hyper important dans la stabilisation de ma santé mentale, qui m'a permis de traverser un burn-out aussi. Et ensuite, il y a eu une autre phase que j'ai eue, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, qui est sur la musique d'une personne qui s'appelle à l'heure actuelle Ada Rook, et qui avant s'appelait Rook's Feather, et qui est la deuxième personne de Black Dresses, donc un groupe de meufs trans qui faisaient du coup une espèce de musique indus un peu étrange. Et effectivement, Rook's Feather, j'ai découvert ça sur son SoundCloud avant la sortie de son premier album. J'ai eu une phase d'écoute assez intense de son SoundCloud, avec des périodes c'est bizarre de dire ça comme ça, mais en même temps, je vois pas trop comment le qualifier, mais de deuil musical, parce que son SoundCloud, souvent, elle supprimait des morceaux et il revenait peut-être jamais. Et ce qui fait que vraiment, il y a un truc un peu étrange là-dedans, qui est que tu te forces à te souvenir du morceau. Et quand tu as, on va dire, une habitude de composition de musique, ces morceaux-là, quand ils disparaissent et que genre, j'ai une fascination pour ces morceaux-là, j'ai tendance à vouloir les reproduire. Et à me dire, OK, qu'est-ce qui reste du souvenir? Et qu'est-ce qui reste de ce souvenir? Qu'est-ce que j'ai essentialisé dans le souvenir? Qu'est-ce que du coup, je vais en reproduire? Et des deuils musicaux comme ça, j'en ai eu pas mal. Il y a du Junto Gawa aussi, notamment parce que Junto Gawa, c'est une chanteuse, du coup, mais la plupart de ses chansons sont écrites en japonais. Du coup, j'arrive pas à lire les titres. Du coup, juste, je connais le son, mais je ne connais pas le nom du morceau. Je les ai retrouvés à un moment. Mais typiquement, là, le deuil musical le plus dur que je suis en train d'encaisser, c'est la disparition cruelle de Honeypot de Abra, du coup, cette chanteuse de R&B américaine, qui a sorti un seul album qui s'appelle Roses, qui a sorti plusieurs EP, mais Honeypot devait être un titre de son nouvel album qui n'est toujours pas sorti. Il a apparu un moment sur SoundCloud, il a disparu. Et parce que peut-être je pensais que les choses étaient éternelles sur Internet, je n'ai pas pris le temps de pirater le morceau pour en avoir une trace. Et du coup, maintenant, je ne peux que chanter les refrains. Je suis extrêmement frustré. Krone, c'est très frustrant. On demandera à Feldub d'aller fouiller ça. Ne t'en fais pas. On retrouvera ce morceau. Oui, s'il vous plaît. C'est un appel à l'aide. Hein. Si vous avez le fichier MP3 de Honeypot de Abra, s'il vous plaît, envoyez-le-moi. Tu as dit pendant que tu détaillais ton parcours musical que tu avais commencé avec de la batterie, que tu as pris la guitare, tout ça. De quoi est-ce que tu joues aujourd'hui ? À l'heure actuelle, je continue de jouer de la guitare.
En instrument parallèle, je chante. Au final, c'est ça les deux activités sonores que je pratique le plus, c'est la guitare et le chant. On va dire en troisième instrument, ça va être le no input, c'est-à-dire avoir une table de mixage dans laquelle est branché un jack de la sortie casque vers la sortie, la première entrée, ce qui crée une boucle de Larsen à l'intérieur, qui crée du son au final. Et donc, ce qu'on appelle no input parce qu'en fait, il n'y a aucun son qui est intégré à l'intérieur de la table de mixage. Le son ne se crée que à l'intérieur de la table. Et ça, effectivement, si on cale des pédales d'effet un peu partout, ça peut nous créer effectivement un instrument de musique particulièrement technique et bruitiste. Et on fait de l'arch noise avec. Et en parallèle, je suis saxophoniste. Je dis saxophoniste parce qu'en vrai, j'en joue quoi, mais je suis pas non plus une très bonne technique là-dedans, mais je fais du ténor. Et j'ai arrêté, c'est pas que j'ai arrêté vraiment la batterie, j'en ai repris à un moment, mais la batterie, ça crée des tendinites quand on sait pas très très bien se positionner. Et du coup, j'ai dû un peu arrêter la batterie à cause d'une tendinite récurrente. Pour terminer cette première partie de l'émission, en même temps que de répondre à mes questions, tu as quelques morceaux à nous partager. Le premier, c'est Mogwai Fear Satan, alors originalement de Mogwai et remixé par My Bloody Valentine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant qu'on se lance là? Oui, alors c'est du coup le morceau dont j'ai parlé quand j'évoquais Radioblog et cette période-là. C'est un morceau qui a réellement changé ma perception de la musique. My Bloody Valentine, c'était déjà un groupe qui me paraissait assez brutal dans une certaine mesure parce qu'il y avait vraiment des murs de son un peu navigants. Il y a vraiment une technique de guitare qui s'appelle le glide, qui a été inventée par Kevin Shields, ou en tout cas popularisée par Kevin Shields, qui consiste du coup à jouer, à gratter la guitare en ayant le vibrato entre les mains et à appuyer sur le vibrato ou à tirer le vibrato tout en grattant la guitare. C'est une technique qui n'est pas si compliquée à avoir, mais ça permet du coup d'avoir un accord qui va faire au rythme que l'on souhaite. Et du coup, déjà, ça c'est un peu déstabilisant d'avoir des morceaux qui ne consistent essentiellement qu'à ça. Mais là, du coup, on parle d'un remix de Mogwai. Du coup, Mogwai qui est un groupe de post-rock. Ce morceau-là, spécifiquement, il est déjà assez foisonnant et chaotique de Mogwai. Et là, My Bloody Valentine décide, vraiment à la 20e seconde de la 5e minute, d'y intégrer une plage de harsh noise, qui est encore presque un peu mélodique. Mais il y a quand même d'un coup, d'un seul, c'est-à-dire qu'on a un espèce de truc assez brutiste mais puissant soniquement et mélodiquement d'instruments électroniques et de drums. D'un coup, il y a une plage sonore qui fait voilà, vraiment, et qui s'étale sur environ 4 à 5 minutes, qui est un bruit très intense, très puissant, qui n'en finit pas. Et la première fois, en fait, qu'on écoute ce morceau-là et qu'on n'est pas habitué ou qu'on connaît même pas la harsh noise, ni même l'existence de la noise, ce truc-là donne envie de jeter ses écouteurs. Et j'avais l'habitude, en tout cas, à cet âge-là, d'écouter la musique au casque, parce que j'écoutais la musique tard le soir. Je voulais pas réveiller mon daron. Et du coup, juste j'écoutais cette musique-là. Et à un moment, en fait, quand ça a popé, pour la première fois, j'ai posé mon casque, parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et je l'ai repris. Et j'ai entendu que ce truc-là s'arrêtait au bout d'un moment et qu'il y avait une jolie flûte d'ailleurs qui sortait de ce truc-là. Et vraiment, ce son de flûte, je le trouve incroyable. Et pas parce qu'il est spécialement beau ou mélodieux, mais c'est juste que il me parle symboliquement par rapport à la ténacité. C'est-à-dire que à un moment, cette brutalité, elle s'arrête et il y a quelque chose qui est très récompensant dans ce son de flûte. Et après, de nouveau, il y a ce groove un peu étrange qui revient, qui est incroyable, et il n'y a plus du tout la plage de harsh noise. Cette pratique de la harsh noise et d'écoute de ce morceau-là, il y a plusieurs moments quand j'ai tenté de l'écouter, je me disais, ok, Rose, tu essayes de l'écouter un peu plus à chaque fois. Et à un moment, en fait, je me mettais à écouter toute la plage en entière, tout le morceau en entier, sans poser le casque, sans être en difficulté. Et il y a des moments, à un moment, vraiment, je me prenais le casque et je n'écoutais que cette partie-là. Quand la partie finissait, je revenais sur cette partie. Parce qu'il y avait tellement de choses à entendre. En fait, on finit par s'y habituer. Le bruit n'est pas une douleur. Et c'est juste que c'est quelque chose qu'il faut réussir à déconstruire. Et ce morceau-là, en tout cas, moi, il m'a vraiment aidé à déconstruire la mélodie et le rythme. Voilà. Eh ben, on s'écoute ça de suite.
Pour continuer cette deuxième partie, quel rôle a la musique dans ta vie? La musique, c'est compliqué pour moi d'en écouter parce que mon principal travail, c'est d'en fabriquer. Et c'est un peu frustrant parce que je peux pas écouter de la musique quand je compose de la musique. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, en gros, j'aimerais pouvoir, par exemple, passer plus de temps à écouter la radio, à écouter des choses en audio en règle générale, à plus écouter de manière générale. Et c'est vrai que bah, mon travail m'en empêche un petit peu. Du coup, la musique en soi, c'est-à-dire vraiment si on considère que la musique c'est de l'audio enregistré, avec ou non des instruments, mais bref, de l'audio enregistré qu'on considérait comme étant musique, cette chose-là, j'ai tendance à l'écouter dans les moments de transport, dans les moments, dans les espaces liminaux, entre guillemets, quoi. C'est vraiment genre dans les salles d'attente. Et encore, dans les salles d'attente, je préfère écouter le silence en vrai, parce que j'aime pas trop louper genre un audio qui serait important à écouter. Mais typiquement, si je me balade dans la rue, ce genre de choses, ou si je suis dans un train, effectivement, j'écoute de la musique. Mais du coup, ce qui fait que c'est assez rare pour moi d'écouter de la musique. Cependant, c'est souvent effectivement des choses qui vont canaliser des humeurs. Souvent, j'écoute des choses selon les humeurs et qui me permettent de les canaliser. J'écoute régulièrement la même chose. C'est pas, je vais dire, ça fait pas 5 ans que j'écoute les mêmes chansons, mais je finis toujours par renouveler, on va dire, un catalogue de musique qui va me permettre, on va dire, de matcher des choses dont j'ai besoin, de canaliser des choses. Typiquement, j'ai plein d'albums dans des moments où je me sens pas bien que j'écoute, soit pour me sentir encore plus pas bien, soit pour me cheer up un petit peu. Et j'ai quelques albums aussi pour si j'ai besoin vraiment, il faut que je trace. Et c'est nécessaire d'écouter cet album, quoi. Ou pour me tenir un peu en vie, quoi. La musique qui Euh, va vite. c'est soit la musique qui va vite, soit la musique qui stimule. C'est-à-dire Ouais. de la musique qui va me faire réfléchir beaucoup. Parce que, genre, c'est un album sur lequel, typiquement, genre, j'ai l'impression qu'il y a un bout de savoir qui est en train d'émerger de ma tête. Et du coup, j'ai besoin de l'écouter encore, 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 encore. Et si je vais pas bien, en fait, je vais l'écouter parce que ça va stimuler comme... ça va flatter un peu mon ego de personnes qui aiment bien écrire des trucs que je considère intéressants sur la musique. Mais du coup, oui, la musique, bah, elle a un rôle très important dans ma vie parce que bah, c'est aussi du coup mon travail. J'ai la prétention de dire que je compose les trucs que j'aime entendre. Et ça veut pas dire que ça veut pas dire que d'autres personnes le font pas aussi, tu vois. Mais voilà, du coup, c'est pas ce qui me fait vivre. Je pense que je pourrais vivre dans un monde où je ne produis pas de musique. Je pourrais vivre dans un monde où je n'ai pas de musique accessible facilement dans ma vie. Mais c'est quelque chose de très important. Je pense que dans mon quotidien, en tout cas, l'écoute est plus importante que la musique. C'est-à-dire la phase de sensation d'être en vie, d'écouter les choses, est plus importante que d'avoir accès à de l'audio enregistré. On parle aussi de ton processus créatif, en fait. Comment est-ce que ça fonctionne pour toi? Parce que c'est vrai tout le monde a des habitudes, un processus créatif très différent. Comment est-ce que ça marche chez toi? Comment est-ce que tu t'en sors? Il y a plusieurs sources de ça. Une des premières sources, j'adore les genres musicaux. Je ne comprends pas les gens qui se plaignent de la multitude de genres musicaux. Je trouve que plus il y a de genres musicaux, mieux c'est. Plus il y a de genres musicaux qui sont littéralement la même chose, mieux c'est. Parce que le pinaillage, c'est là qu'on crée du concept. Et c'est là qu'on crée du coup de l'idéation et du désir de faire apparaître des idées. Je trouve que les discussions débiles, un peu bourrées ou sobres, mais tard dans le soir, où on se dit oh là là, t'imagines si machin truc bidule il faisait la musique avec machin, ça donnerait un genre qui serait un peu comme ça et tout. Ça serait rigolo si ça existait, à comment ça sonnerait, tu vois. J'ai une idée, ça serait je sais pas moi, le post-proto-punk, qu'est-ce que ça serait, tu vois, genre. Et la personne, elle a l'air de se dire ouais, j'ai dit une connerie, lol, machin chose. Moi à côté, je vais gamberger dessus pendant 2 semaines. C'est juste, ça va trop me travailler. Je vais réfléchir à ce concept-là et juste me dire, ok, bon, bah, en fait, potentiellement, c'est tel type d'instrument, c'est tel type de sonorité, c'est tel type de passing de tempo, c'est tel type d'ambiance. Une fois, en fait, que tu as déjà canalisé tout ça dans ta tête, tu as déjà presque un morceau, voire tu as presque un genre à étudier. Si tu te dis que c'est ça l'essence que tu vas travailler, c'est ça. Et ça, déjà, c'est une part de mon processus créatif, de me dire, Mhm. j'ai ces éléments de genre,
Est-ce que ça m'excite de faire ce type de genre-là? Est-ce que ça crée quelque chose? Si c'est oui, alors du coup, je vais le créer. Typiquement, c'est comme ça que j'ai créé l'alias Dance Floor is Lava. C'est parce que je trouvais que le genre disco noise était super drôle. Et la disco noise, si on cherche sur Bandcamp, il y en a très très peu. Il y a qu'un seul, vraiment, il y a un morceau qui a un peu changé ma vie aussi là-dedans, qui s'appelle Disco Pathologie de Noise Girl, qui est un remix d'un morceau de disco, mais vraiment torturé, découpé de partout, avec beaucoup beaucoup de harsh noise. Et c'est un truc, tu danses et en même temps t'as mal aux oreilles. Et je trouve ça très très drôle. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire d'autres en fait. Genre, ça existe, bah, je vais le faire à ma sauce, je vais tenter des trucs. Et à la fin, je fais pas de la disco noise. À la fin, je fais un truc qui ressemble à une synthwave un peu déglingo avec des orchestral hits et qui pique à 5 dB trop fort, tu vois. Et c'est marrant, tu vois, juste t'as de la harsh noise de partout, ça fait il y a une compression dégueulasse. Et, euh, et voilà, ça c'est un des processus, du coup, qui est de partir d'un concept et ensuite d'en créer quelque chose. Et après, advienne que pourra, en fait. C'est juste, pour moi, il me faut toujours juste un point de départ et j'ai pas de page blanche. La page blanche en musique, en fait, je l'ai tuée depuis un moment par l'improvisation et en me disant que je n'ai pas de vérité. Je n'ai pas la vérité sur la beauté, le bien des choses. C'est-à-dire que le domaine public, le libre de droit, appliqué sur ma musique, l'a fait se diffuser un peu partout. Et il y a plein de morceaux que j'ai diffusés comme ça, dont je suis pas très fier, que je trouve pas ouf, mais que j'ai publiés quand même parce qu'à un moment, genre, c'était collant et je voulais m'en débarrasser. Et il y a des gens, ils sont venus me contacter pour me dire merci pour cette musique que t'as diffusée. Je l'ai utilisée dans machin, dans truc, dans bidule, dans mon podcast, dans mon jeu vidéo, dans mon truc sur Internet. Et j'ai utilisé cette musique-là, que j'ai adorée. Il me dit cette musique-là, moi je la trouve nulle à chier, tu vois, personnellement. Mais ce type, il a adoré. Ça l'a aidé, il a construit quelque chose avec, et il en est super content. Qui je suis à la fin pour dire que ce truc-là est nul, en fait? Certes, moi j'ai mon avis sur la question, mais ça veut pas dire que du coup, parce que je considère que c'est nul, ça veut pas dire que c'est inutile. Et ça, c'est très différent. Et ça m'aide, moi, dans le processus créatif, à me dire que quoi que je fasse, si ça ne fait de mal à personne, eh ben, c'est pertinent en fait. Et alors, ce mal à personne, il est aussi important. Hein. C'est-à-dire que moi, il y a des genres musicaux auxquels j'ai un peu frôlé, où je me suis dit, en fait, non, ça ne sert à rien. C'est pas ma culture. C'est pas, j'ai pas le mouvement. Je n'ai pas les connaissances. À quoi bon? Je veux dire, et est-ce que j'ai vraiment envie d'acquérir ça? Est-ce que j'ai vraiment envie, moi, en tant que petite meuf blanche, d'essayer de faire des trucs qui sont pas du tout des esthétiques que je connais? Non, c'est genre, ok, ça, je connais des personnes qui font ça bien mieux et qui sont effectivement, genre, raccord avec aussi cette culture-là, quoi. Et effectivement, déjà, ça permet d'avoir aussi une limitation des genres, des esthétiques vers lesquelles aller et vers lesquelles, du coup, aller à fond et creuser. Et se dire déjà que, en fait, il n'y a de limite que ce que tu considères comme non désirable pour toi, dans ta créativité, ce genre de choses, et ben en fait, c'est déjà faire un peu la paix aussi, avec tout un tas d'aspects, de choses que tu considérais comme des défauts dans la créativité. Et moi, en tout cas, j'ai réussi à faire la paix par rapport à ça. Et ce qui fait que, même si ça sonne nul à chier, en vrai, l'important, c'est d'avoir l'impression que tu t'amuses, tu vois. Je veux dire, moi, je fais des poètes-poètes vraiment qui sonnent comme si c'était des chiens, on leur marchait sur la queue. Et ben, ça me fait un peu rigoler. Et ben, vas-y, tu vois, je vais faire une chanson débile de 15 secondes dessus. Et si j'arrive pas à faire évoluer de plus de 15 secondes, mais c'est pas grave, je publie ça et puis en fait, je pourrais revenir après dessus, tu vois. Genre, si dans 10 ans, j'ai d'un coup l'idée d'après les 15 secondes, mais je reprends le projet, je fais une version 2 et puis c'est tout, tu vois. Il y a la version déjà de 15 secondes qui existe, qui va peut-être aider quelqu'un dans son jeu vidéo. Il y a un petit chien qui se fait marcher dessus, malheureusement. Et là, du coup, il y aura une version améliorée plus tard, ou en tout cas, pas améliorée, mais juste continuée, quoi. Donc, ouais, c'est. T'as accouché d'une idée, et puis après, elle peut servir pour la postérité à toi ou à d'autres. C'est ça, c'est ça. Le libre de droit, en tout cas, c'est ça qui est pratique, c'est que à la fois ça aide d'autres personnes et à la fois ça t'aide toi-même. Parce que, en fait, ben, les gens peuvent remixer ton truc, alors pourquoi pas toi-même, tu vois. Je veux dire,
C'est à la fois, tu es la même personne qu'avant, à la fois, tu n'es plus la même personne qu'avant. Donc, du coup, tu remixes toi du passé, bah, c'est drôle, c'est nickel. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'ai envie de dire aux personnes qui sont dans la créativité en règle générale, libérez vos trucs. Vraiment, le copyright ne sert à rien et ne vous aidera jamais, à moins que vous soyez Johnny Hallyday. Et désolé, Johnny Hallyday a déjà existé. Et il est mort, donc maintenant il n'y en a plus, et c'est comme ça, et c'est la vie. Ça ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas, ça n'aidera que le capitalisme. Ça n'aidera pas les personnes qui ont besoin aussi d'une certaine forme de créativité. Et oui, il faut payer les gens, oui, machin chose, oui, tu casses le marché, rose, machin chose. Oui, bah, désolé. Désolé, je préfère aider des gens qui ont besoin d'aide créative sur certains trucs pour aboutir à d'autres choses, qui vont me payer peut-être a posteriori, plutôt que d'autres choses. Et effectivement, il y a des gens peut-être qui ont beaucoup de thunes, qui vont exploiter ma musique sans aucune face. Blackpink, je pense à vous. Mais c'est pas grave. C'est pas, je veux dire, ces gens-là, de toute manière, ils m'écraseront d'une manière ou d'une autre. Donc bon, voilà. Désolé, j'ai dévié du sujet. Non, il y a aucun problème. Okay. C'est tant mieux parce que c'est passionnant ce que tu racontes. Et quelque part, est-ce que le marché lui-même n'a pas besoin d'être détruit, d'être mis à bas par les gens comme toi, par les gens comme nous? Je me permets une petite pause dans votre podcast pour vous rappeler que vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee pour faire grandir l'émission et le projet dans son ensemble. Le lien est en description, n'hésitez surtout pas à y faire un tour. Allez, on reprend. Ça nous mène à une autre question parce que justement tu parlais de toi tu fais du libre de droit, il y a des gens aussi qui s'en servent de manière plus ou moins malveillante. Tu as déjà eu des problèmes de droit d'auteur, de copyright, on a parlé plusieurs fois. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et comment est-ce que toi tu gères cette question-là? Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'utilise une licence qui est très particulière, qui est pas beaucoup utilisée, qui s'appelle la Creative Commons 0, domaine public. Et précisément, le domaine public vivant. Parce que la plupart du temps, le domaine public est accessible pour les créatrices après leur mort, et du coup, s'élève dans le domaine public au bout de plusieurs dizaines d'années, parfois 80 ans, 90 ans. C'est absurde à quel point, en fait, ça peut être patientant. Et ce qui fait qu'il y a un décalage d'ailleurs sur les personnes contemporaines de cette œuvre et qui auraient pu genre avoir des idées pour la remixer et qui du coup ne pourront jamais avoir accès à cette œuvre-là quoi qu'il arrive, même après la mort de la personne, parce que ces personnes auront le temps de mourir avant que cette œuvre soit retirée des griffes des ayants droit. C'est vraiment, parce que désolé, ça va être spéciste, mais c'est des putains de rapaces. Du coup, moi, la licence que j'utilise, c'est la licence la plus libérale possible, c'est-à-dire que tu peux remixer ma musique comme tu veux, c'est-à-dire la remixer, c'est-à-dire l'intégrer dans de la vidéo, l'intégrer dans un support qui n'est pas la musique, mais en refaire aussi de la musique si tu veux. Tu peux en faire un usage commercial et tu peux ne pas me créditer. C'est pas un problème qu'il y ait de lien de parenté ou non. Tu peux même me dire que c'est toi qui l'as fait. L'unique clause qu'il faut respecter là-dedans, et c'est la clause qu'il y a aussi dans le domaine public non vivant classique, c'est la clause de non-exclusivité de l'exploitation de la ressource. C'est-à-dire qu'une ressource dans le domaine public ne peut pas être reprivatisée. Et reprivatisée, c'est-à-dire qu'il y ait une personne qui a le monopole sur l'exploitation de cette œuvre. Typiquement, c'est ce qu'on reproche à certains musées dont ils possèdent l'œuvre en règle générale, mais ne permettent pas, typiquement pour de la peinture, une numérisation exploitable pour tout le monde. Ça, c'est un problème, typiquement d'accessibilité au domaine public et notamment, du coup, à la pratique du remix. À l'heure actuelle, du coup, le copyright, lui, se porte très bien. Il a un lobby qui est très fort, et notamment dans le milieu de l'audio, où il y a plusieurs technologies qui sont développées pour reconnaître des empreintes numériques audio. On parle là de deux gros robots. Le plus connu, c'est Content ID, du coup, qui est développé par Google et qui est utilisé sur YouTube, sur SoundCloud, sur tout un tas de plateformes. Et le deuxième, qui est Audible Magic, qui est utilisé notamment sur Twitch. C'est du coup des robots qui vont scanner a posteriori après un upload. Ils vont rarement le scanner en direct. Et ils vont dire, OK, ça, c'est une musique qui est protégée par le droit d'auteur. Du coup, on va bloquer la monétisation des vidéos sur YouTube, parfois même la mise en public de certaines vidéos. C'est-à-dire qu'elles peuvent être bloquées dans certains pays, ce genre de choses, voire dans tous les pays. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais une émission qui s'appelait Tout est bon dans le son,
sur YouTube, qui a disparu de YouTube parce que j'en avais marre qu'elle existe, qui du coup, il y a des morceaux, et notamment de musique indus, où mon épisode sur la musique industrielle a complètement été bloqué à cause de morceaux de Nine Inch Nails. Et c'était pas juste démonétisé. Moi, je monétisais pas mes vidéos, c'était pas un problème. Complètement interdit à l'upload. J'ai eu le problème plusieurs fois également. C'est ça. Et ça, c'est un peu chiant, on va dire. C'est quand même grave chiant en termes de créativité et ce genre de choses. Et c'est pareil, du coup, sur Twitch, tu peux avoir genre des VOD qui sautent. Parfois même, t'as en direct, parfois ça arrive quand même, l'audio totalement du stream qui saute. Et le moment le plus cocasse de ce genre de choses, c'était un des concerts de Metallica sur Twitch qui s'est fait genre vraiment mute en direct parce qu'ils s'étaient fait auto-striker avec leur propre musique. Ils n'avaient pas empêché Audible Magic de striker la vidéo. Et ça, d'accord. C'est oh là là, ce retour de karma, parce que c'est quand même grâce à Metallica qu'on a le droit à ce type de robot, quoi. Avec l'affaire Napster, etc. à l'époque. Ah oui, c'est quand même c'est des gros salauds, hein, Metallica, et ils ont pas que ça au cul, mais ça c'est une autre histoire. Oui, clairement. Pour en revenir au sujet du coup de ma pratique et des droits d'auteur, Content ID et Audible Magic, c'est des robots qui sont accessibles à tout le monde, tant que tu uploades du coup un fichier sur un site de distribution. Un site de distribution, concrètement, c'est les sites qui te permettent de mettre ta musique en ligne sur les grosses plateformes de streaming, type Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music et compagnie. Ces sites-là, normalement, ne sont inaccessibles à l'upload casuel. Il faut passer par un site de distribution, un site qui est payant la plupart du temps. Et à ce moment-là, il te propose de cocher la case « Est-ce que vous voulez activer Content ID ou Audible Magic ?» Et ils vous disent, évidemment, pour uploader de la musique sur n'importe quelle plateforme, il faut avoir 100% des droits d'exploitation de l'œuvre. Concrètement, dans le domaine public, on n'a pas 100% des droits d'exploitation de l'œuvre. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a toujours la clause de non-exclusivité. C'est une clause qui, effectivement, t'empêche du coup d'avoir une appropriation de ça. Tu peux, du coup, quand même, théoriquement, les gens qui mettent leur musique sous licence libre de droit peuvent autoriser à ce que les gens uploadent sur Spotify et compagnie, même si, concrètement, ils auraient pas le droit normalement, parce qu'ils n'ont pas, genre, 100% des droits. Oui. Typiquement, si on regarde les FAQ de Kevin MacLeod, genre, on va dire la grosse tête des musiques libres de droit, il dit qu'effectivement, normalement, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses avec sa musique. Mais que ça pose pas de problème. Je crois qu'il y avait ça comme fut un temps, en tout cas dans sa FAQ, qu'il indiquait que normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça, mais vous pouvez le faire quand même, tant que, effectivement, vous bloquez pas la musique. Du coup, moi, ce qui se passe, c'est que des gens font ça. Ils prennent ma musique, ils la passent dans des sites de distribution et ils activent Content ID. C'est-à-dire que les gens qui utilisent ma musique de bonne foi sur YouTube, sur Twitch, vont se retrouver avec un strike dans la gueule, une démonétisation, et ils vont me dire Rose, c'est quoi ce bordel? Ta musique, elle est censée être libre de droit, pourquoi elle n'est pas libre de droit au final? On parle pas de remix ou quoi, juste ils uploadent ton son tel quel et le claim en fait. Exactement. Et ils le claim pour moi aussi. Alors pour l'instant, j'ai de la chance parce que Bandcamp, Dieu soit loué, n'est pas encore soumis à ce type de robot-là. Il n'est soumis que à, on va dire, une signalisation à la modération. Il n'utilise pas encore de robots comme ça. Ce qui ne saurait tarder parce que ça a été racheté par Songtrader, qui est un site de distribution. Donc à un moment, on sait très bien que Songtrader, c'est des potes au lobby du droit d'auteur. Donc Bandcamp, on sait très bien que ça craint du cul pour eux. Et du coup, je suis confronté régulièrement à des personnes qui me strike comme ça ma musique. Ma manière pour moi de le savoir, c'est de régulièrement uploader ma musique sur YouTube, tous mes albums, ce qui est pour moi un petit massacre écologique à chaque fois que je fais ça. Je veux dire, c'est de la data, hein, mine de rien, hein, ça a des conséquences en fait, hein, d'envoyer autant de data sur YouTube. C'est un poids. Et c'est pareil pour Twitch, hein, c'est pour ça d'ailleurs que moi personnellement j'ai toujours aussi une ambivalence vis-à-vis de ce genre de plateforme et de pratique. Mine de rien, ça demande de la donnée et tout. Mais je suis obligé de faire ça pour savoir en fait si je vais recevoir un strike de la part de Content ID. Et parfois j'en reçois un. Et du coup, ce qu'il faut faire ensuite, c'est trouver le site de distribution,
les contacter, leur demander de retirer Content ID sur tel ou tel morceau, ce genre de choses. Parfois, ça peut prendre une semaine de réactivité. Parfois, ça prend 2 ans. Du coup, c'est très très long et je suis totalement dépossédé de ma créativité dans ces cas-là. Alors, vous allez me dire, c'est une des conséquences du domaine public. Fallait pas libérer ta musique, Rose. C'est sympa de jouer les anarchistes. Maintenant, désolé, tu perdras au capitalisme. Sauf que ça arrive aussi aux gens qui sont copyrightés. Ça arrive aux gens qui foutent un droit d'auteur dessus. Je veux dire, c'est arrivé à In Love with a Ghost. C'est des trucs qui sont arrivés à tout un tas de personnes parce que d'un coup, ils ont de la popularité. Et en fait, il y a des gens, ils se sont dit, en fait, je vais en profiter pour me faire un peu de thunes. Typiquement, je ne sais pas le nombre de fois où ça a dû arriver à Toby Fox sur la musique d'Undertale. Et à se dire, des gens qui vont se dire, ouais, c'est de l'argent facile, je vais pouvoir récupérer toute la thune des personnes qui utilisent les musiques de Undertale dans des vidéos YouTube, et zou, c'est bon, ça sera pour moi, pour ma poche. Et en fait, ça arrive effectivement aux personnes qui ont un copyright, parce que les sites de distribution ne font pas de background check. Ils ne font aucun background check avant de pouvoir rendre accessible cet outil qui est hyper puissant. Content ID, c'est gigantesquement puissant. Et là, je parle de Content ID par rapport à YouTube. Audible Magic, je ne sais toujours pas comment retirer un claim de Audible Magic. Je suis toujours en train de lutter contre un claim. Ça fait 3 ans que j'essaye de l'enlever. À l'heure actuelle, j'essaye de contacter régulièrement au téléphone Audible Magic pour essayer d'avoir quelqu'un à qui contacter pour leur dire d'enlever leur merde, parce qu'ils ne répondent à aucun réseau social, ils ne répondent à aucun mail. Et à la fin, je suis en train de réfléchir à la voie légale, quoi. Parce que, en fait, il n'y a pas d'autre solution. Et ça, leur effectivement. système est tellement opaque que pour réussir à trouver comment est-ce que ça fonctionne et quels sont les recours, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment, vraiment très complexe. Et il n'y a rien qui facilite, en tout cas, l'aide à résoudre ce genre de problématique. Rien. Ceci dit, c'est pas une fatalité non plus, en fait, ces problématiques-là. Je tiens vraiment à signaler que la voie du libre par rapport à la créativité reste la voie souhaitable. C'est pas c'est pas une question de renforcer le copyright. Là, c'est vraiment une question, au contraire, de détruire le copyright. Parce que les robots de recherche, les robots comme Content ID et Audible Magic, sont des outils du copyright et ne font que renforcer des situations absurdes. C'est vraiment une absurdité. Le copyright ne crée que des problèmes. Évidemment, ça s'accompagne aussi d'une réflexion autour de comment on fait pour financer la créativité libriste et comment on fait pour financer la créativité en soi. Évidemment, la fin du copyright ne peut pas aller sans la fin du capitalisme. C'est nécessaire de se débarrasser du capitalisme, c'est nécessaire de se débarrasser du copyright. Et les voies à prendre sont une réflexion profonde sur qu'est-ce que c'est que la créativité, qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est que la valeur créative, qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée. Vraiment, il faut tout réfléchir. Je pense que c'est nécessaire, nous-mêmes, de se questionner en tant que personne typiquement affiliée aux artistes autoristes, à l'URSSAF, ce genre de choses, de réfléchir totalement notre métier, de réfléchir totalement la créativité, pourquoi on parle de choses créatives, pourquoi on parle d'art. Et pour moi, il faut démystifier tout ça et il faut réintégrer cette créativité dans le quotidien. Tuer l'art, vraiment tuer l'art. Arrêter de considérer qu'il y a quelques trucs qui sont de l'art. Genre, non, l'art, ça n'existe pas. Juste, tout est créativité. Et il faut défendre toute forme de créativité, tant que cette créativité, évidemment, comme je disais plus tôt, n'est pas néfaste et n'engendre pas d'oppression déjà existante. Voilà. Pour le deuxième morceau, avant de passer à la suite, on va s'écouter un extrait de I Am Invincible de l'artiste californien Wizard Apprentice. On en discute juste après. I am free from the pressure of being special. I welcome the potential
of being mediocre. On vient de s'écouter I Am Invincible de Wizard Apprentice. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau, Rose? Alors, ce morceau-là, il fait partie de l'album I Am Invisible, qui est du coup, c'est la track 1 de cet album. C'est un genre qui se revendique du computer folk. Donc là, c'est Wizard Apprentice qui s'auto-détermine comme ça. Et cet album, il est sorti sur Ratskin Records, qui est effectivement un label que j'aime beaucoup, parce que dessus, il y a eu aussi les premiers albums de Spelling, du coup Spelling avec 3 L, que je trouve incroyable comme chanteuse. Et j'étais du coup tombé sur Wizard Apprentice et sur cet album qui effectivement m'a apporté beaucoup de réflexions. D'abord sur le genre du computer folk, qui est un genre lié pas vraiment à l'amateurisme, mais un peu quand même, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se revendiquent de l'utilisation de logiciels de création sonore qui sont considérés comme étant de mauvais logiciels. Typiquement, Wizard Apprentice compose tous ses albums sur GarageBand. Et du coup, il y a une qualité sonore qui est très spécifique, il y a des patterns un peu étranges qui s'y créent, et des sonorités qui sont peut-être moins travaillées parce que les synthétiseurs ont moins accès, enfin, ils ont moins de boutons à tweaker, ce genre de choses. Ce qui fait que les compositions ont une sonorité très particulière aussi. Et ce genre-là, du coup, il m'a beaucoup touché parce qu'il permet l'intégration aussi de beaucoup d'intimes à l'intérieur. En tout cas, les personnes comme Wizard Apprentice ou Henry Mill, qui aussi se considèrent du computer folk, intègrent beaucoup de field recording, d'éléments de vie commune et parfois des éléments qui sont pas considérés comme étant du musical, mais qui font partie du coup d'un sonore de l'intime. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Cependant, j'ai envie de revenir sur le premier morceau de cet album, parce que pour moi, il est parlant du genre computer folk, et aussi il est parlant d'une certaine forme d'humilité que je pense nécessaire pour la créativité. Et en fait, elle se situe dans les paroles. Le morceau commence avec du coup un petit synthétiseur qui fait un petit pattern un peu joli et tout, et d'un coup, il y a la voix de Wizard Apprentice qui se met à chanter. Les paroles, c'est « Je suis invisible. Je suis libre de la pression d'être spécial. J'accueille le potentiel d'être médiocre. J'accueille l'appréciation de rester anonyme. Beaucoup de personnes ne sauront pas que j'existe. Et je pense que c'est suffisant d'être moi-même et de m'avoir juste moi-même en tant qu'audience. » Et ça, je trouve ces paroles tellement justes, tellement profondes et tellement pertinente à l'heure actuelle, dans un capitalisme de la créativité. Et je veux dire, j'en fais partie de ce capitalisme de la créativité. C'est un truc que je revendique, de faire 300 albums, d'être une des personnes les plus productrices du milieu du libre audio. Évidemment, c'est un truc dont je joue, dont je capitalise, et effectivement qui joue pour ma popularité, ce genre de choses. Cependant, j'ai envie d'aspirer à ça. J'ai envie d'aspirer au fait que ce que je fais n'est pas nécessairement intéressant. Il peut être médiocre. C'est quelque chose qui n'est pas spécial. Tout le monde peut faire la même chose que moi. Et je veux pas dire que c'est, oui, si tu t'y mets, tu vas faire 300 albums, machin chose. En fait, c'est juste, ça n'a pas d'importance au final. Cette créativité, l'important, c'est d'être dans la créativité, d'être dans une recherche de soi-même, une recherche curieuse d'appréciation de la vie. C'est surtout ça qui est important. Créer des choses, même juste pour soi, c'est un but en soi. Et c'est presque au départ une nécessité, et ça peut être aussi juste un but louable de vie. Et c'est ça que je trouve fascinant avec ce morceau. Moi, il me donne envie de créer encore plus ce morceau, et de créer pour de l'intime, de créer pour moi, ou de créer pour quelqu'un d'autre. Et typiquement, une de mes passions dans la vie, c'est de faire des cartes postales pour les personnes que j'aime, et du coup, de leur envoyer ça. C'est quelque chose où je mets ma créativité, j'y écris des choses, j'y intègre des éléments que j'ai envie d'y intégrer selon le rapport que j'ai avec cette personne. Et ensuite, je l'envoie. Cette créativité, elle ne m'est plus, c'est-à-dire que j'ai eu cet instant créatif. Je l'ai ensuite donné le résultat à l'autre personne, qui va vivre un moment, qui va être un moment qui est le sien, celui de trouver cette carte postale, de lire les choses, de l'emporter ou non dans sa vie. Et ensuite, voilà. Cette chose-là va s'arrêter ensuite. Ce n'est pas quelque chose qui va être, on va dire, duplicable, capitalisable comme on le capitalise à l'heure actuelle. C'est-à-dire que moi, la musique que je crée, je la considère comme étant de la musique capitaliste. C'est comme ça.
C'est un fait. Je pense que la musique enregistrée est par essence capitaliste, sur tout un tas d'aspects, même dans sa créativité, dans ses sonorités, ce genre de choses. C'est une musique qui est liée au capitalisme. On aurait une autre pratique de la musique, une autre conception, même un autre concept qu'est la musique, si on avait développé une démocratisation de la conception de la musique sous un autre régime que le capitalisme. C'est certain. Je trouve que cette chanson, moi, me ramène à ça, me donne envie, en tout cas, de créer autrement, me dire, en tout cas, que la créativité, c'est un spectre qui est extrêmement large et il n'y a rien de bien ni même de valeureux dans moi ce que je suis en train de faire dans ma propre créativité capitaliste. Il y a rien de glorieux là-dedans. Et je me la pète parfois parce que voilà, c'est un truc en fait dont je suis fier aussi. Mais à la fin, cette fierté, c'est aussi une vanité. Wizard Apprentice me le rappelle à chaque fois que j'écoute cette chanson. Voilà. Merci beaucoup pour l'explication. Ça en dit des choses. Je suis un petit peu plus léger parce qu'on va passer à la dernière partie de l'émission. Tu t'es proposé des questions et tu voulais parler de l'impact des plateformes sur la manière qu'on a de découvrir et d'écouter de la musique aujourd'hui. Oui, parce que j'ai eu un petit non, c'est un gros, on va dire. Est-ce que je vous ai déjà parlé des moteurs de recherche? Alors pour ceux qui ne savent pas, Rose et moi, on a déjà fait une émission ensemble et elle avait des chroniques, elle a parlé plusieurs fois de musique sur cette émission, dont des moteurs de recherche de musique. Donc voilà, c'est un petit peu une redite pour ceux qui ont loupé ça. Exactement. En fait, à l'heure actuelle, l'état de la découverte de la musique, il est pitoyable. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot que de dire que juste la découverte musicale accessible au plus grand monde, ou en tout cas de ce qu'on considère comme étant accessible, est pitoyable. On a laissé, on va dire, une forme de diction de qu'est-ce qui est à découvrir ou non sur les pratiques musicales, sur les pratiques créatives sonores, à des algorithmes. Je veux dire, à l'heure actuelle, je pense que la plupart des gens, en général, écoutent de la musique grâce à l'algorithme de Spotify. Ça peut être maintenant aussi l'algorithme de Apple Music, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont commencé à migrer de Spotify vers Apple Music, maintenant que les gens savent que Daniel Ek est un principal fournisseur de technologie pour supporter le génocide qu'il y a à Gaza. Du coup, ça fout les boules pour les personnes qui sont sur Spotify, à raison. Et du coup, en fait, on passe d'un autre algorithme capitaliste à un autre algorithme capitaliste et ainsi de suite. En fait, il y a plein de méthodes à l'heure actuelle pour trouver de la musique. Je pense que les méthodes les plus classiques, ça reste encore d'écouter la radio. C'est-à-dire que là, en fait, le travail de curation, il est fait par des êtres humains, normalement, à moins que les personnes qui font cette curation utilisent aussi, typiquement, des algorithmes de Spotify ou ce genre de choses pour faire un premier filtre et ensuite eux-mêmes deviennent le deuxième filtre pour cette diffusion radio. La radio, par contre, ce qu'elle a, c'est que c'est un centre névralgique d'envoi promotionnel de la part des groupes qui veulent tourner. Donc du coup, typiquement, la radio a accès à ce type de musique-là. C'est des musiques promotionnelles, des musiques de personnes qui veulent intégrer les circuits capitalistes de diffusion de musique ou intégrer les circuits capitalistes de diffusion de concerts, ce genre de choses. Et du coup, la radio permet ce genre de choses. Sachant que on n'a aucune main là-dessus, on se laisse guider et advienne que pourra. Et en vrai, c'est encore à l'heure actuelle, pour moi, un des moteurs les plus intéressants de curation sonore. Mais ce qui fait que, du coup, il faut se remettre à écouter de la musique. Il faut se remettre à écouter, là, c'est surtout de la radio numérique à l'heure actuelle. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est sur l'état du herdien et du numérique au niveau de la radio. Mais voilà, c'est une problématique qu'il y a, c'est que les grosses plateformes à l'heure actuelle de diffusion de musique, d'écoute de musique, ont écrasé la radio, et notamment pour la recherche de musique. J'ai pas de statistiques, ce genre de choses, mais pour moi, c'est un truc que je constate, on va dire, au gré des personnes que je côtoie. Je ne connais très très peu de personnes qui écoutent la radio pour découvrir de la musique. Souvent, c'est de l'écoute de radio pour être informé, ce genre de choses, plus que d'écoute sonore quand on est en voiture. Exactement. Et qu'on n'a pas d'autres accès à de l'audio que le herdien. Et l'autre manière de trouver de la musique, c'est de se démerder seul. Et ça,
Ça, c'est effectivement pour des personnes qui ont envie d'allouer du temps à ça. Ce que je peux dire, c'est que je fais partie de ce genre de personnes-là, à aller chercher les tags. Et c'est pour ça que j'adore les genres musicaux. Et j'adore des sites comme Bandcamp qui permettent aux personnes qui créent de la musique de s'autodéterminer. C'est-à-dire que quand on upload un album sur Bandcamp, on peut rajouter 5 tags. Et ces tags, du coup, il suffit juste de mettre une virgule et ça passe au tag suivant. Du coup, tu peux écrire n'importe quoi, te définir de manière ironique ou non. À la fin, tu finis par te définir quand même. Ce qui fait que si tu cliques sur le mot-clé du tag, tu vas avoir tous les autres albums qui sont, ou toutes les autres tracks qui sont affiliés à ce mot-clé. Et ça, c'est super, parce que du coup, tu peux commencer déjà à faire des études aussi de pourquoi les gens se sont définis de telle manière, et du coup, qu'est-ce que ça dit de ces gens, ou qu'est-ce que ça dit de ce mot-clé. Et là, moi, je trouve qu'il y a des recherches très intéressantes à faire. Ça te fait travailler un peu mon cerveau un peu autistique, ça, j'adore, c'est vraiment très stimulant. Mais du coup, on peut trouver de la musique de cette manière. Il y a aussi des plateformes comme Last.fm, je pense qu'ils sont plus trop utilisés, mais qui continuent d'être utilisés par certains aficionados. Last.fm permet à ce qu'il y ait une détermination de la part des auditeuristes, des personnes qui elles écoutent. Et ça, c'est aussi très intéressant pour comprendre les comportements des auditeuristes. Genre, ok, bon bah typiquement, Knocked Loose, c'est quoi comme genre de musique? C'est du punk hardcore. Ok, c'est vrai. Moi, je dirais la même chose. Il faudrait voir ce que la CFM dit. Et effectivement, peut-être qu'on aurait du metalcore, on pourrait avoir du screamo, on pourrait avoir du c'est post-punk par moment. Enfin, oui. Ouais. Du gent à certains moments, peut-être. Il y a des gens, ils le qualifieraient là-dedans. Ce genre de choses. Après, et ouais, là, enfin, bref. Ouais, et après, tu vois, tu vas avoir aussi genre des qualifications qui sont liées à la pratique d'un instrument à l'intérieur du groupe. Typiquement, gent, pour moi, c'est plutôt genre une pratique d'instrument. Oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment genre jouer sur la corde la plus grave et ne faire que ça. Rarement avoir des petits bibis à la fin d'un riff, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de faire boum. Le côté saccadé aussi. C'est ça. Et s'en fout beaucoup. Et du coup, en fait, ces plateformes-là vont permettre une diffusion et surtout un réseautage, presque un sociogramme, en fait, entre les groupes par rapport à des pratiques et du coup à des histoires de pratiques, et on peut étudier des cheminements. Ce qui fait que si on est des nerds, et ça, je trouve c'est trop chouette, si on est des nerds un peu de la musique comme ça, et qu'on va sur Last.fm ou qu'on va sur Bandcamp, on pourrait avoir des pratiques d'écoute généalogique. C'est-à-dire, genre, tu vas sur Gent et tu vas ouvrir la quasi-totalité des albums, peut-être chercher genre des choses qui sont peut-être un peu moins populaires, ou genre aller sur de la niche, genre peut-être Gent, un autre terme, et du coup voir un petit peu comment ça filtre les choses, et ensuite ouvrir tous les albums et chercher un petit peu c'était quoi les premiers albums qui se sont définis comme ça, et ensuite voir un petit peu l'évolution des choses. Et là, du coup, on peut avoir une pratique d'écoute autour soit d'une pratique, une technique de guitare, une technique de batterie, une appellation sonique, un type de chant, ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'est la possibilité de s'auto-déterminer, la possibilité d'avoir un bon moteur de recherche qui permette la classification et la recherche par classification. Ça permet des pratiques d'écoute. Ce qui n'est pas possible, du coup, sur les grandes plateformes, parce que le moteur de recherche, il est éclaté au sol. Vraiment, ça te permet de chercher des titres, des artistes et peut-être des noms d'albums parfois. Ouais. Mais ça ne te permet pas de trouver des genres pointus. Ni même de trouver, on va dire, de faire des filtres un peu techniques. Ouais, et là, vraiment, je trouve ça extrêmement dur pour l'histoire, même l'historique de la musique et la recherche autour des pratiques musicales, de ne pas avoir accès à des moteurs de recherche un brin potable. Je trouve ça hyper triste, parce qu'en vrai, la musique, elle est bourrée de métadonnées. La métadonnée, elle est déjà là. Elle est vraiment déjà là. Et
c'est dommage de ne pas avoir ça. Et pour moi, ça a été noyauté effectivement par ces plateformes-là qui nous ont dicté une pratique d'écoute. Spotify et compagnie, parce que vraiment, il n'y a pas que Spotify, hein, n'exagérons pas. Hein. Spotify est vraiment le pire des pires parce que vraiment, il y a tout un tas d'enjeux effectivement de soutien financier au génocide. Il y a la politique d'Israël, oui. C'est ça. Il y a une pratique qui est d'utiliser l'IA pour licencier du personnel. Il y a une pratique pour intégrer les musiques créées par intelligence artificielle à l'intérieur des playlists de Spotify. Mais aussi, il y a eu, et c'est ça pour moi le plus gros impact qu'il y a eu sur nos pratiques d'écoute, il y a eu des playlists thématiques. Et les playlists thématiques ont créé, pour moi, ont créé des comportements. C'est-à-dire que maintenant, on a vraiment... Enfin, ces comportements étaient déjà un peu existants. Mais je veux dire, il y a vraiment la playlist workout, il y a la playlist concentration pour travailler, il y a la playlist chill, il y a tout un tas de trucs qui nous ont intégré aussi des ambiances qu'on peut très bien retrouver d'ailleurs, typiquement si on va sur Twitch. La plupart des gens écoutent de la musique dite... c'est un méta-genre qui est le chill. La lo-fi, et puis... typiquement, dans le chill, tu as la lo-fi. Mais tu vas avoir peut-être du jazz un peu smooth, tu vas avoir ce genre de trucs-là selon presque un peu les fantaisies des gens. Mais du coup, il y a un méta-genre qui est lié à une pratique d'écoute plus qu'un genre en soi. C'est typiquement le genre corporate est né, c'est un méta-genre qui englobe plusieurs genres musicaux, qui va être la deep electro, qui va être la house minimale, qui va être ensuite la musique au ukulélé avec sifflement, qui va être tout ce type de musique-là. Ou sinon, genre, à l'heure actuelle, la corporate est de plus en plus envahie par cette musique avec des progressions d'accords au piano et avec la guitare, littéralement la guitare de The Edge de U2, vraiment avec le même delay, ce genre de choses. Oui, je vois, voilà. Je vois complètement, oui. Exactement. Avant ça, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, la corporate était beaucoup plus développée. Je le sais parce que du coup, j'ai remixé abondamment la musique corporate avec mon projet Anonymous 420 parce que je trouve que c'est genre une esthétique fascinante de savoir quelle est l'esthétique du capitalisme. Et de vrai, du coup, Spotify a participé lui aussi à créer des méta-genres liés à des pratiques sociales. Et aussi du coup à créer des pratiques sociales à travers ces méta-genres. Je pense qu'il y a un impact non négligeable sur la volonté genre d'aller faire du workout, ce genre de choses, parce que maintenant on a des playlists dédiées à ça. Parce que on a un rêve, on a une vision du capitaliste de l'entretien du corps aussi à l'intérieur de nos applications d'écoute de musique. On a un rappel à la productivité capitaliste, corporate, à l'intérieur de ces outils-là. Ce qui, enfin, à y réfléchir, c'est effrayant. C'est dystopique de ouf de se dire que même dans les espaces où tu es censé genre trouver, on va dire, quelque chose de créatif, de nourrissant pour l'esprit, parce que c'est comme ça qu'on vend la musique, que c'est quelque chose qui est censé faire du bien à l'âme, ou en tout cas consoler, ou faire quelque chose qui nous amène à un état de transcendance, ou ce genre de choses. Tu vois, on nous vend vachement la musique pour ça, en fait, dans le lore, ce genre de choses. Oui, mais par contre, toute l'accessibilité à cette musique-là, dans toutes ces applications, nous est dépeint un désir, un rêve capitaliste. Et vraiment, pour moi, Spotify a aidé à créer des comportements à l'intérieur de son application. Il n'y a pas d'études, c'est de la spéculation pure et dure. J'aimerais beaucoup lire des choses par rapport à ça et aux comportements liés à la pratique d'écoute des plateformes de musique. Voilà. Si nos auditeurs ont des sources, ont des écrits, des articles par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire.
Et Même si ça me contredit là-dedans, vraiment balancer, parce que j'aime bien avoir tort aussi. Vraiment, c'est pas un souci. Pardon. Et pour la précision aussi, on parle beaucoup de Spotify parce que c'est le pire, mais que ce soit Amazon Music, que ce soit Apple Music, que ce soit Deezer, on est sur grosso modo les mêmes choses à des échelles plus ou moins différentes. Voilà, l'art et l'art musical n'échappent pas aux griffes du capitaliste, évidemment. Tout à fait. Rose, pour terminer cette émission, pour tes recommandations, tu nous proposes 3 albums. Le premier étant Only Dust Remains de Backwash. Backwash, pour le dire très très vite, c'est la personne la plus incroyable actuellement dans la musique. C'est une meuf zaïro-canadienne, c'est une meuf trans qui fait de l'horror rap, du rap indus, juste qui est extrêmement pertinente. Vraiment, elle est en train de monter tout doucement en popularité. Je pense que c'est vraiment la personne qu'il faut suivre à l'heure actuelle. Only Dust Remains, c'est un album conceptuellement qui va très vite. C'est si une personne était morte et venait de revivre. Et c'est un album qui est en énorme conflit, mais comme toute la discographie de Backwash, c'est un conflit entre une personne qui est racisée, transgenre, chrétienne, et qui voit effectivement tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que cet album, il est d'une rage puissante. Comme tous ces albums, mais celui-ci, il y a un titre qui est particulièrement puissant qui s'appelle History of Violence. Ce morceau, il ne peut pas laisser indemne. Si on écoute les paroles, il ne laisse pas indemne. Il est d'une puissance folle. C'est un des morceaux les plus pertinents que j'ai entendu cette année. Pour moi, c'est l'album de l'année, vraiment. Il n'y a pas d'autre chose. Pourtant, il y a des bangers qui sortent cette année. Je veux dire, vraiment, il y a du très très bon cette année. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui dépassera la puissance et l'importance de cet album. Il est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Si vous avez une personne à suivre et à soutenir, vraiment, c'est Backwash. Je vous invite très sérieusement à écouter son travail. Vraiment, je ne peux pas dire à quel point il est important. Le deuxième album que je vous conseillerais, du coup, c'est Henry Mills, Skin Deep, A Study on Human Skin and Concert. C'est un album que j'avais déjà recommandé lors d'un épisode de Game Dolls Advance, mais je vais continuer à le recommander. Et c'est un album qui a été composé sur tout le mois d'avril 2023 et qui est comme un journal sonore. C'est un album du coup de computer folk, comme pour Wizard Apprentice. Et cet album me donne envie de créer, vraiment. Et je l'ai déjà dit la fois où je l'avais chroniqué, mais cet album, vraiment, il est une source puissante de créativité. À l'intérieur, il y a un passage vraiment que je trouve merveilleux, qui est un moment d'enregistrement où Henry Mill est au piano de vite fait quelques trucs, et il y a quelqu'un qui vient la voir, et elle lui dit « Assis-toi à côté de moi ». Et elles vont se préparer à jouer au piano. Et le morceau s'arrête là. C'est-à-dire que on a le droit à l'intimité de l'invitation, mais on n'aura jamais le droit au morceau. Et je trouve juste ce fait-là, précieux, vraiment précieux. Et moi, il résonne avec le morceau de Wizard Apprentice, qui est être sa seule audience. Mais par contre, partager d'autres choses qui sera considéré comme un moment musical. Cette invitation est musicale. On entend tout, et c'est pas l'audio le plus important. Le plus important, c'est qu'il est situé entre un morceau de guitare où elle chante pendant 1 minute 30, 1 minute 40, qui est cuté par ce truc-là, et ensuite qui passe sur un autre morceau d'ambiance, ce genre de choses. Et j'ai envie d'entendre des choses pareilles. J'ai envie encore d'entendre des surprises de cet ordre-là, en fait. Que mon concept de la musique, il soit toujours challengé, même dans la musique enregistrée. Et ça, Henry Mill, je trouve que sur cet album-là, il me donne de la matière à réfléchir en permanence et de la matière à créer. Donc vraiment, je vous conseille Henry Mill, Skin Deep, A Study on Human Skin and Concert.
Et le troisième album que tu nous recommandes, c'est Long Season de Fishmans. Oui, c'est, on va dire, un classique de la musique japonaise qui est pas très connu, mais c'est un classique de dub expérimental. Shinji Sato, du coup, le chanteur du groupe, malheureusement est décédé très très jeune. Et du coup, ce qui fait que ce morceau, il est beaucoup écouté aussi parce que c'est de l'hommage, c'est beau, ce genre de choses. À l'intérieur de cet album, du coup, il y a effectivement de la dub expérimentale. C'est vraiment genre une dub que j'ai jamais entendue, qui est très douce, très shoegazy. Et à l'intérieur, il y a des éléments de field recording. Il y a toute une plage sonore d'une dizaine de minutes presque, où ils jouent avec des tuyaux de chantier cannelés. Vous voyez là, ceux qu'on fait tourner et qui font sonner un harmonique. Et, et après ça, on revient sur le pattern de Long Season. En fait, Long Season, c'est un morceau de 40 minutes. Il n'a pas vraiment d'arrêt. Et c'est un album qui est très mélancolique, auquel je retourne toujours. C'est un des albums dont je pense je ne me lasserai jamais d'écouter cet album. Et en parallèle, du coup, je vous invite aussi à écouter, si vous aimez Long Season, à écouter le dernier live de Fishmans avant la mort de Shinji Sato, où tout le monde joue Long Season. C'est un concert qui dure 2h30 et il y a tout l'album Long Season qui est joué à l'intérieur. Et c'est fort, c'est très très fort émotionnellement. Je vous le conseille. C'est très beau, ça s'écoute mais d'une douceur. Il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger, vous pouvez faire plein de choses en l'écoutant et vous pouvez juste ne rien faire, tout est parfait avec cet album. Voilà. On ira de s'écouter ça juste après l'émission. Merci infiniment Rose d'avoir accepté l'invitation, c'est un immense plaisir de te recevoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet ou ailleurs ? Je pense que je vais surtout officier sur mon site internet, du coup, loyaltyfreakmusic.com, qui est du coup le site où j'héberge toutes mes musiques libres de droit. Si vous avez besoin de quelque chose d'ailleurs, n'hésitez pas à passer par là. J'aide à faire la curation aussi, si vous m'envoyez un petit mail sympa et tout, avec plaisir, je vous aide. Ensuite, je suis sur Blue Sky, Rose Azerty. Je suis sur Mastodon. Il y a tous les liens en fait sur Loyalty Freak Music si vous cherchez dans les contacts. Et après, j'ai un blog qui est roseazerty.neocities.com où là, il y a la plupart de mes articles, des interviews que j'ai faites aussi de personnes que je trouve formidables. Et voilà, c'est à peu près tout. Super. Ah oui, quand même. Je tiens à rajouter quand même aussi. Merci Krone pour l'invitation. Ça me touche beaucoup et j'étais très content de participer. C'est absolument un plaisir de te recevoir, étant donné qu'on est amis. Je veux dire que c'est logique que la personne la plus fada de musique soit reçue en grande pompe ici. C'est tout à fait normal. C'est quand tu veux pour en refaire une. Ok. On prendra d'autres questions. Voilà, on prendra d'autres questions. Et voilà, Radcore épisode 2, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux avec le Linktree disponible en description et à passer une tête sur le Tipeee si vous voulez nous soutenir. Merci énormément pour votre soutien et à très bientôt.